Bonsoir, heureux de vous savoir à nouveau nombreux pour regarder cette émission. L'avant-dernière édition de la semaine, face à l'actu ce soir évidemment. Nous reviendrons de long en large sur les faits qui ont marqué la semaine, tels que regardés ou rapportés par la rédaction de STV, ici à Douala, Yaoundé et partout ailleurs au Cameroun et sur le continent. Ce soir avec l'invité qui nous vient de la diaspora, le docteur Marie Bagay, coordinatrice PCRN pour la diaspora avec résidence aux États-Unis. Elle nous fait l'amitié de venir ce soir surtout nous apporter le regard des Camerounais de l'étranger sur les questions de politique intérieure, la crise sociopolitique, on y reviendra de long en large, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, donc la crise sécuritaire, les questions alimentaires, les questions de financement, le chant, on en parlerait également, du moins je vous laisse découvrir l'invité, mais aussi et surtout les sujets de ce soir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Dipita. Merci de m'avoir sur votre plateau aujourd'hui. Merci de nous faire l'amitié de vous être arrêté ici au moment où vous passez quelques temps au Cameroun. Alors, dites-nous d'abord, je ne l'ai peut-être pas dit à l'entrée, vous êtes au cœur d'une initiative de la diaspora, un think tank qui mène des initiatives, pour me redire, ici au Cameroun et qui c'est peut-être en Afrique. Vous nous en direz un mot? Oui, effectivement, le think tank Africa Innovative Development est une initiative qui vise à promouvoir la recherche scientifique pour but d'identifier les besoins réels de développement dans plusieurs pays en Afrique, notamment le Cameroun, pour en fait agir sur ces problèmes. Vous savez, Dipita, il y a ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la révolution numérique. Vous savez, l'Afrique a plus ou moins raté, on peut le dire déjà aujourd'hui en 2020, la révolution industrielle, et puis il y a cette révolution numérique qui arrive. Il est important de se mettre en pole position pour récolter les données, parce que nous avons beaucoup de données, mais on ne les collecte pas assez, on ne les analyse pas assez non plus pour avoir des résultats qui nous permettront de mettre un point sur les problèmes que nous avons dans le développement et puis agir là-dessus. Quelques chiffres en ce qui concerne la recherche. Vous savez, en Afrique, on a seulement encore aujourd'hui 35 chercheurs pour 1 million d'habitants contre 2500 pour l'Europe et 4000, un peu plus de 4000 pour les États-Unis. Et pour ce qui est du Cameroun, qui ne consacre qu'environ 0,025% de son PIB pour la recherche, nous pensons que il est important de promouvoir ces initiatives de think tank pour soutenir les pouvoirs publics qui, dans un pays comme le Cameroun, sont pratiquement les seuls à faire de la recherche. Il faut donc ces initiatives privées, comme dans tous les autres pays, des fondations, des think tanks, il y en a partout, pour faire de la recherche au niveau des populations, pas seulement au niveau des universités. Et ces recherches nous permettront de collecter des données réelles, de les analyser et surtout de planifier des projets de développement derrière. Y a-t-il des exemples concrets que vous avez déjà entrepris avec les autres membres de ce think tank? Oui, bien entendu. Nous avons entrepris, par exemple, de collecter les données sur l'agriculture. Vous savez, au niveau de nos villages, nos parents ont toujours fait de l'agriculture. Même s'il y a des données là-dessus, il y a un problème de communication sur les données. Le but de la recherche, c'est quoi? En anglais, on dit scale up. Quand on a des résultats au niveau de la recherche, il faut pouvoir les partager avec les autres pour le best practices. Donc, ça veut dire, scale up, faire en sorte que les résultats que nous avons eus au niveau des recherches soient partagés avec les autres pour faire la même chose. Donc, je disais tantôt qu'au niveau de l'agriculture, par exemple, nos mamans ont toujours fait de l'agriculture. Par exemple, il y a du manioc blanc, du manioc jaune et du manioc rouge, sans jamais vraiment savoir le dosage réel, par exemple, des glucides à l'intérieur. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? Ou alors même, la terre où elles sont cultivées, est-ce que c'est propice à ce type de culture? Donc, nous avons commencer à vouloir collecter déjà les données. Quelles sont les cultures vivrières, par exemple, qui sont dans le centre et comment nos mamans cultivent. Et ce n'est qu'en collectant déjà, la première étape, c'est ça, ces données, que nous pourrions savoir déjà les problèmes qu'il y a et éventuellement les résoudre. Comme je disais, il faut commencer quelque part. D'accord. Et ce quelque part, c'est la collecte des données et après l'analyse. Parce que, comme je l'ai dit, je vais me répéter, on a beaucoup de données.
D'accord. Mais on ne laisse entrepasser. Et vous les collectez, vous les remettez au pouvoir public? Que deviennent ces données? En fait, ce sont des partenariats que nous tissons soit avec des pouvoirs publics, parce que l'idée c'est de travailler soit avec les pouvoirs publics ou alors des coopératives, des mairies, pour essayer de collecter les données. Le but premier, en fait, c'est de les aider dans le développement. Mais pour les aider dans le développement, il faut avoir l'information. D'accord. On n'est plus, vous savez, il y avait ce qu'on appelait le result-based management. Aujourd'hui, on est en train de passer au data-based management. Aujourd'hui, tous les projets de développement durables qui sont financés doivent être basés sur les données. Donc au niveau par exemple des collectivités, les GIC par exemple, vous voyez, il faut pouvoir les mettre ensemble, faire un partenariat pour collecter ces données et les transcrire en information réelle pour aller pouvoir chercher les financements pour des projets de développement durable. Du coq à l'âne peut-être. On vous a également vu récemment, du moins lorsque vous êtes arrivé il y a quelques jours au Cameroun, vous êtes déployé à l'extrême nord Cameroun pour un certain nombre d'activités. Là, je crois que c'était des activités partisanes, du moins dans le cadre du parti, le PCRN, dont je rappelle, vous êtes la coordinatrice de la diaspora. En quelques mots, de quoi a-t-il été question là-bas? En fait, il a été question en général d'apporter le soutien. Vous savez, quand on a un pays qui est en voie de développement comme le Cameroun, il y a beaucoup de besoins. Et à force de contempler en fait où est-ce qu'on commence, on ne sait jamais par où commencer. Nous, au niveau du PCRN, on a décidé de commencer petit à petit. Donc on recense des besoins dans des localités dans lesquelles nous avons une vie politique et nous apportons des solutions ciblées, réelles et concrètes. Donc c'est pour dire que, vous savez, la diaspora représente à peu près 1/5 de la population du Cameroun, c'est-à-dire pratiquement 5 millions d'habitants. C'est beaucoup plus que certaines régions du Cameroun. Et nous avons constaté qu'au niveau de la diaspora, pour des raisons qu'on ignore, il y a beaucoup plus de revendications, je dirais pas de bavardage, mais à un moment donné, nous au PCRN, on s'est dit, ça ne sert pas forcément à grand-chose de bavarder. On a un État qui, même s'il voulait, il ne pourrait pas tout faire parce que des besoins sont énormes. Il faut apporter sa pierre à l'édifice. C'est comme ça que nous avons au niveau du Mayo-Sanaga, avec la coordination PCN du Mayo-Sanaga, il y avait un problème de table-banc. Il y avait des écoles où les enfants s'asseyaient à même le sol. On a eu ces images, comme tout Camerounais. Quand j'ai fait mon école primaire au Cameroun, j'étais assise sur un banc, nous étions 3 sur ce table-banc. Et c'était heartbreaking, comme on dit en anglais. Et au niveau de la diaspora, nous avons donc décidé d'agir. On ne peut pas faire toutes les écoles, mais on a ciblé au niveau de 23 écoles au niveau du Mayo-Sanaga. On a fait une collecte de fonds, une levée de fonds interne au niveau de la diaspora, où d'ailleurs c'est l'occasion de féliciter tous les pays qui ont participé dans tous les continents. Et nous avons fait le déplacement au niveau de la diaspora avec quelques membres et nous sommes venus apporter ce petit réconfort aux populations. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que 1 + 1 = 2. On ne pourrait pas avoir 2 tout de suite. Il faut commencer quelque part. Et nous, au PCRN, on a décidé de mettre l'humain au centre de tout. Et ce n'est que comme ça que nous pourrons montrer aux Camerounais notre manière de gérer le pays demain quand on l'aura. Ce n'est pas quand on va avoir le pouvoir qu'on va commencer à le faire. On le commence exactement sur fonds propres, on le fait, on montre notre bonne foi et on apporte surtout le réconfort aux populations. Je suis au sujet de prendre le premier stop de l'émission. Il s'agit des Nations Unies, du moins le bureau local ici à Yaoundé, qui au cours de cette semaine, ce bureau a fait un rapport. Le rapport sur la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qu'on appelle par ailleurs la crise anglophone, dont on sait également que les conséquences ne sont pas tout à fait joyeuses. Suivez plutôt. Le mois d'octobre 2020 a été marqué par les attaques les plus violentes et les plus sanglantes contre l'éducation depuis le début de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est ce qui ressort du rapport du mois de décembre, récemment publié par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU pour le Cameroun. L'organisme onusien fait notamment référence au massacre des enfants survenus dans une école à Kumba le 24 octobre dernier. Dans le même ordre d'idées, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU relève que près de 700 incidents de violence basés sur le genre ont été recensés dans les 2 régions actuellement en crise. Parmi ces actes de violence, les attaques dirigées contre les travailleurs humanitaires.
Le rapport mentionne en outre l'enlèvement de plusieurs élèves d'un collège de Bamenda dans le nord-ouest alors que ceux-ci rentraient des classes. Autant de faits qui amènent l'ONU à s'inquiéter de la montée de la violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sur ce dernier point, l'on enregistre un fort taux de violence à Mbui et dans la Mézam dans le nord-ouest par exemple. Pareil pour la Mémé, Fako et Boyo dans le sud-ouest, précise le rapport. Face à leurs responsabilités, vous savez que la diaspora a fortement, je ne vais pas dire indexé, mais c'est tout comme dans cette crise, le gouvernement désigne des membres de la diaspora comme étant, pour certains, les auteurs de ce qui se déroule. Vous, quel est le regard que vous jetez, notamment vous qui êtes aux États-Unis? Ben écoutez, vous savez, chez nous, chez moi, on dit il faut jamais regarder où on est tombé, il faut regarder où on a glissé. Je pense que le gouvernement regarde beaucoup trop là où nous sommes tombés et il ne regarde pas assez là où on a glissé. Je veux juste rappeler, comme tout le monde le sait, que la crise anglophone a commencé par des revendications corporatistes qui n'avaient rien à voir avec la sécession ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que quand on n'adresse pas, adresser c'est peut-être un mot en anglais, mais je pense que ça se comprend aussi en français, quand on n'adresse pas correctement les problèmes qui sont posés, on les met de côté, on essaie d'avoir un rapport de force avec des gens qui revendiquent simplement, ça donne des idées à d'autres. Et c'est comme ça donc que le gouvernement a minimisé et a presque humilié ces gens, ces avocats et ces enseignants qui revendiquaient des choses d'ailleurs, pour le rappeler, qui leur ont été données un peu plus tard. Et c'est là où des gens justement qui ont souffert pendant longtemps ont commencé à activer d'autres réseaux par ailleurs qui existaient déjà depuis très longtemps, mais en sourdine. Donc, pour revenir à la diaspora, notamment américaine, je sais qu'on fait très souvent le procès, à raison ou à tort d'ailleurs, c'est pas à moi de juger, que les financeurs des Amba Boys sont aux États-Unis, ce qui est probablement vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que au niveau de la diaspora du PCRN, nous on regarde ça avec un regard très très mitigé, parce que dans toute crise, on ne saurait rester dans un statu quo. En même temps, nous comprenons la position de l'État, où l'État n'est pas la seule. L'État ne peut pas poser les armes face aux sécessionnistes, on est très, très, très d'accord avec ça. Mais après, il faut vraiment un dialogue franc avec ces gens-là. Bon, nous, au PCRN, nous avons décidé d'être républicains. Nous sommes du côté de l'État. Nous condamnons fermement ces gens qui financent au niveau des États-Unis, par exemple, mais également la diplomatie camerounaise. Monsieur Dipita Tongo, vous ne pouvez pas avoir des Américains sur le sol camerounais qui sont en train de financer le terrorisme aux États-Unis sans que les réseaux diplomatiques américains ne demandent au Cameroun de cesser ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau diplomatique camerounais et américain? Moi, c'est la question que je pose au gouvernement et à un moment donné, on a envie de se dire que peut-être le gouvernement aussi ne veut pas agir contre ces gens-là. Les États-Unis sont un pays souverain, le Cameroun est un pays souverain. S'il y a des gens sur le sol américain qui financent le terrorisme au Cameroun, des réseaux diplomatiques devraient pouvoir s'activer pour mettre la main sur ces gens-là. Donc, je pense que la question à ce niveau des financeurs qui se trouvera aux États-Unis, c'est plus de la diplomatie camerounaise, c'est qu'elle a décidé de faire ou de ne pas faire, d'ailleurs, qui nous intrigue au PCRN. D'accord, mais au regard des actions qui ont déjà été menées, évidemment, le gouvernement a beau rôle de se bomber le torse en listant un peu un certain nombre d'actes qu'il a posés. En face, on s'interroge, qu'ont-ils fait eux également en termes de résolution de la crise? Qu'est-ce qu'il faut de plus aujourd'hui? Je veux dire, d'aucuns parlent de nos dialogues, on a eu le grand dialogue national, d'aucuns demandent aux forces en présence de déposer les armes avant toute autre initiative. Que faut-il exactement encore aujourd'hui, du moins du point de vue de votre regard, pour davantage apaiser la tension sur le terrain? Il faut déjà dire qu'effectivement, le gouvernement a peut-être beaucoup fait, mais ils n'ont pas assez fait. Monsieur Dipita, si vous êtes chez vous avec vos enfants, quel que soit ce qui arrive, c'est vous le responsable. L'État du Cameroun veut un État unitaire et les échecs de négociation, c'est leur incombe. Il y a des sécessionnistes en face, on est d'accord, l'État ne peut pas déposer les armes avant des sécessionnistes, ça c'est vrai. Mais non,
encore une fois, j'insiste sur les moyens diplomatiques de gestion de ce problème d'une part, et d'autre part, l'État du Cameroun, c'est un État. Vous ne pouvez pas faire comprendre à quelqu'un qu'il y a des Ambaboy aujourd'hui qui sont d'ailleurs très désarmés parce qu'ils sont divisés. Il y a maintenant des groupes de bandits qui se sont mêlés aux troupes. C'est vraiment très disparate. Vous ne pouvez pas nous dire qu'un État comme le Cameroun ne peut pas, et avec des moyens diplomatiques, et avec des moyens non diplomatiques d'ailleurs, gérer ce qui reste de ce délabrement de ce mouvement ambazonien. Quand on regarde en arrière ce qui s'est passé à Kumba il y a quelques années, on se dit qui est-ce que le gouvernement camerounais protège dans tout ça? Nous on reste très perplexes dans l'histoire parce que on veut bien être républicain, que les sécessionnistes ne baissent pas les armes, mais également on veut que l'État joue son rôle. Jouer son rôle, moi je regarde ça du point de vue de la diaspora, son rôle diplomatique. Des Camerounais ou des étrangers ne peuvent pas être cachés chez les autres et ils financent sans que notre État ne lève un petit doigt. Et s'ils ne peuvent pas, ils sont faibles diplomatiquement, on est quand même souverain. C'est nous qui le chantons tous les jours. Le Cameroun est un pays souverain, il doit faire ses choix. On ne peut pas choisir quand on est souverain et quand on ne l'est pas. Soit l'État du Cameroun prend ses responsabilités et gère cette crise en perte de famille. Et l'échec de cette crise incombe à 100% au gouvernement camerounais, même si, par ailleurs, nous sommes d'accord qu'ils ne peuvent pas déposer les armes. Mais nous restons convaincus que la clé de la solution de cette crise anglophone reste quand même entre les mains de l'État, parce qu'un État, ce n'est pas un individu. L'une des solutions que vous proposez au PCN, c'est ce que vous appelez le communautarisme, le fédéralisme communautaire. Je vais dire une façon de concevoir l'État qui n'a pas hésité de susciter quelques railleries. Hein. Ben écoutez, ce n'est qu'une partie du problème, parce que il faut, je disais ça à nos équipes quand on préparait ceci, c'est les régions du Nord-Ouest et du Sud sont 2 régions. Le Cameroun en a 10. Quand nous proposons le fédéralisme communautaire, nous le proposons pour tout le monde, pas pour 2 régions. Il faut remarquer que la langue qui nous sépare avec les anglophones, ce n'est pas nos cultures. Notre fédéralisme communautaire est essentiellement basé sur des faits, comment je veux dire, des données ou des considérations anthropologiques, c'est-à-dire nos ancêtres, nos rites, nos traditions, mais également la continuité territoriale. Voilà sur les bases générales où on veut, comment je veux dire, la prochaine forme de l'État doit tenir ça en compte. Quand on tient ça en compte, vous conviendrez avec moi que les Sawa sont également du côté anglophone ou alors les Grassfield aussi de l'autre côté. Donc de ce fait, on ne pourrait pas se limiter seulement à la langue parlée qui, je dois rappeler, cette langue est importée. Donc le fédéralisme communautaire que nous proposons n'est pas seulement pour les anglophones, mais c'est également pour tout le Cameroun, parce que comme vous le savez, par exemple la Grande Sanaga, il y a 2 départements aujourd'hui, l'Oignon Ekele et puis la Sanaga maritime, qui ont été divisés pour des raisons qu'on ignore. L'un se retrouve dans le centre et l'autre dans le littoral. C'est pour gérer ces problèmes de découpage anarchique, sans fondement en fait réel sur au niveau anthropologique, mais plutôt politique, de mauvaise langue dirait, diviser pour mieux régner, quelque part, que nous voulons résoudre. Parce que tous les Camerounais, y compris ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ont été victimes de ce découpage arbitraire. Même si on y voit un peu un jeu sur la fibre tribale, derrière cette conception, cette forme de l'État que vous proposez? Non, mais je pense que les gens qui voient la fibre tribale là-dessus n'ont pas compris le concept. Je vous ai dit tout à l'heure, on est basé sur des données anthropologiques, c'est-à-dire le partage des coutumes, rites et traditions. Je vais prendre pour la région, par exemple, de la Grande Sanaga. Quelqu'un qui est Bakoko ne parle pas forcément Bassa, mais ils partagent ce qu'on appelle le Mboklia tous ensemble. Et je pris l'exemple, par exemple, des Sawa qui seraient aussi du côté anglophone et ne partiraient pas de la même langue. Donc, ce n'est pas une question simple de tribalisme. Je pense que ceux qui font le procès au fédéralisme communautaire de se replier sur le tribalisme n'ont pas compris ce que c'est que le tribalisme déjà d'une part, et d'autre part, les soubassements de notre concept de fédéralisme communautaire que je dois rappeler, anthropologie, c'est-à-dire rites, traditions et coutumes, et aussi la continuité territoriale, juste pour finir. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, les Bassa qui sont
dans le centre ne pourraient techniquement pas être reliés à ceux qui sont dans la région anglophone, parce qu'il n'y a pas de continuité territoriale. Donc, il y a ces notions-là qu'il faut peut-être qu'à un moment donné, les gens prennent le temps d'écouter, de lire ce que nous proposons, parce que beaucoup de Camerounais, malheureusement, ne lisent pas. Ils s'arrêtent sur le bavardage, ce que je dirais de Facebook, d'ailleurs inutile parfois, et ils stigmatisent quelque chose de génial, et que si on est planté aujourd'hui au Cameroun, ce n'est pas seulement la crise anglophone qu'on résoudrait, mais d'autres crises, par exemple, je sors de l'extrême nord, qui est aussi très, comment je veux dire, loin, enclavé, qui a besoin de se retrouver pour faire un développement communautaire. D'accord. Parlons de la lutte contre la corruption au Cameroun. Cette semaine, la CONAC, la Commission nationale anticorruption, a présenté le rapport 2019 de ses activités. L'institution qui lutte contre ce fléau parle d'environ une trentaine de milliards de préservés, mais aussi de 1652 milliards environ en 10 ans qu'ils ont pu soit récupérer, soit dont ils ont pu empêcher les détournements. Du moins, le rapport a été présenté à Yaoundé devant les institutions de la République, le gouvernement, le Conseil constitutionnel et bien toutes les autres institutions. Tout ceci est résumé dans le reportage qui va suivre. En 2019, la Commission nationale anticorruption sensibilisation et une tournée d'intégrité. L'objectif est d'amener le public à lutter contre la corruption en période électorale au Cameroun. C'est la caravane dite Roadshow qui conduit le projet à travers les grands axes routiers du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du 19 au 30 novembre. Des élus intègres et respectueux de l'intérêt général pour un Cameroun prospère. C'est le thème de cette activité novatrice qui concerne le double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020. Mais aussi les conseillers régionaux, martèle le docteur Massingams. Il faut dire qu'en 2019, cependant, la Commission nationale anticorruption conduit cette activité alors que les investitures des candidats se tiennent au sein des partis politiques en vue du double scrutin municipal et législatif. Il y a des secteurs où on sent une légère évolution dans le travail, mais globalement, nous restons dubitatifs. Nous constatons que la lutte contre la corruption n'a pas commencé. Il va falloir toucher les points sensibles comme ceux électoraux, c'est-à-dire la corruption électorale, elle est la plus importante. Tant qu'on n'a pas fini avec la corruption électorale, la corruption économique ne suivra pas. Cette démarche de prévention de la corruption en matière électorale fait partie d'une pratique déjà implémentée par la CONAC en 2013 dans le cadre du double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013. La dite approche méthodologique a aussi été mise en œuvre lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Restons à Yaoundé pour parler des finances publiques. C'était au ministère des Finances, évidemment, le ministère qui porte le nom. Cette semaine, il y a eu des travaux de quelques spécialistes de la question. Reportage. Arrivé à la fin de la deuxième année de mise en œuvre du plan de la gestion des finances publiques 2019-2021, l'évaluation sommaire fait état d'un taux de réalisation de 54%. Ce score résulte notamment de la promulgation de la loi du 20 juillet 2020 régissant l'activité statistique au Cameroun, de la signature du décret du 7 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que la mise en branle de la caravane de sensibilisation sur la réforme comptable. Nous avons également fait le constat que la comptabilité patrimoniale et la mise en œuvre du compte unique avance également. Le constat a été également fait que sur l'impulsion du chef de l'État, la décentralisation avance et cela constitue également un aspect important, la réforme des finances locales. Il faut rappeler que l'objectif global retenu pour ce plan de réforme institué de 2019 à 2021 est de doter le Cameroun d'un système de gestion des finances publiques transparent, performant, conforme aux standards internationaux, respectueux des prérogatives et attributions légales et réglementaires des institutions et administrations, ainsi que celles des autres acteurs de la gestion des finances publiques, et mettant résolument
les finances publiques au service du développement du pays et du bien-être des citoyens. Cette session a également permis de se projeter par rapport à 2021. Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour améliorer, conduire la réforme, le plan global de réforme qui va arriver à expiration en 2021 pour qu'on puisse envisager également un autre plan de réforme à partir de 2022 et 2023. Outre le bilan et perspective des activités du plan global pour le compte de l'exercice 2020 effectué durant les travaux de cette session, sera également effectuée une présentation du processus de la décentralisation au Cameroun, y compris la gestion des finances locales par le ministère de la décentralisation et du développement local. Parlons des questions de politique intérieure à présent. Vous le savez, le 22 décembre, donc mardi, seront élus en principe les exécutifs au niveau des conseils régionaux. Donc les présidents des régions vont être désignés, ce qui en fait est la fin d'un processus selon le gouvernement de la mise en œuvre de la décentralisation. Mais une décentralisation qui a connu au-delà peut-être de cette élection-là, je veux dire des élections de façon générale, depuis 2018, on vit quand même une situation de crise entre les pouvoirs publics, le gouvernement, l'État, ou du moins le gouvernement, et le MRC. Donc le président, comme vous le savez, vient de sortir d'un blocus. Vous avez un commentaire là-dessus. Maurice Kamto, vous direz, victime de ces actions politiques? Ben écoutez, de notre point de vue de la diaspora, on regarde tout ça amusé. Je pense que quand on est dans un système, il faut jouer le jeu, c'est la politique. Des gens qui ne jouent pas le jeu sont des mauvais politiciens. Le PCN joue le jeu, c'est ça? On participe au processus électoral de notre pays. Si on veut changer quelque chose, en anglais on dit you have to learn it, play it and change it. We are learning it right now. Okay? Le PCRN est en train d'apprendre le jeu. On est dans un système où même le professeur Maurice Kamto fait partie de ces 40 et plus d'ailleurs de la gestion d'un système que nous, on ne connaît pas. Si nous voulons changer ce système, on doit d'abord l'apprendre et le PCRN est en train de faire ses classes. Et d'ailleurs, le procès qu'on fait au PCRN de faire ses classes, je pense que les gens n'ont pas compris de quoi il s'agit. Le Cameroun ne sera pas changé dans les 10 prochaines années. Nous sommes en train de nous construire. Et ceux qui refusent aujourd'hui de se construire, c'est demain, quand nous, on aura appris le jeu et on le jouera, ils seront en marge de la société. Pour revenir à votre question, je pense que le MRC a fait des choix, aujourd'hui, qui refusent d'assumer. Le choix de ne pas aller aux élections locales, parce que vous le dites si bien, le conseil régional, c'est l'aboutissement de ce qui a commencé en février dernier, donc les élections législatives et municipales. Donc, quand on choisit de se mettre en marge d'un système, on se tire une balle dans le pied et à partir de ce moment-là, on cherche à exister avec des choses, pour moi, qui, de notre point de vue de la diaspora, ce sont des non-sens totales. So, je ne pense pas grand-chose du MRC, parce qu'ils ont décidé de se mettre en marge du changement sous prétexte que le code électoral était mauvais, tout était truqué et on ne pouvait pas changer les choses. Mais à tort ou à raison, peut-être, l'un des éléments que vous reproche le MRC allié, c'est de dire qu'eux, ils font la prison, par exemple, eux, ils subissent les contre-coups de ce qu'ils appellent la répression. Mais je veux dire que loin d'une solidarité, loin d'une, j'ai failli dire, manifestation de compréhension de ce qui leur arrive, le PCRN semble jouer de l'indifférence, tout au moins pour interpeller les pouvoirs publics sur ce qui se fait en termes de, comment dire ça, pour dire non-respect des libertés. Mais écoutez, si c'est ce qu'ils pensent, ils sont complètement à côté de la plaque. Le PCRN ne va pas se concentrer sur un parti politique qu'on appelle le MRC. Nous voulons diriger le Cameroun. On ne veut pas sectionner le Cameroun en termes de parti politique. Quand on prend une problématique, on ne la traite pas en fonction des humeurs du MRC, du PURS ou de n'importe qui. On la traite du point de vue holistique de comment demain on peut aller ensemble. De ce point de vue,
Bien sûr que nous sommes contre la restriction des libertés individuelles et associatives. Nous-mêmes, on était encore hier, notre camarade, parce qu'il a porté une écharpe, a été battu par voilà, les élites du parti au pouvoir. Donc, nous-mêmes, nous subissons. Donc, mais le MRC, je ne sais pas pourquoi, ils continuent à penser que nous, au PCRN, on fait la politique par rapport à eux. J'espère qu'ils m'écoutent, ils vont comprendre que nous, on n'est pas là pour eux. On est là pour les Camerounais. On veut changer le Cameroun et c'est à ça que nous travaillons. On ne peut pas regarder les approches du point de vue du MRC. Donc, quand nous, on traite des problèmes, notamment nos députés à l'Assemblée nationale, quand ils font des problématiques, c'est sur un aspect très holistique qui vise à identifier les problèmes du Cameroun, mais pas des individus. Ce n'est pas forcément ce que pense l'un de vos camarades, un cadre du parti élu d'ailleurs, à l'issue des dernières élections municipales, à Douala 5e, 6e adjoint au maire, Joseph Espoir Billon, pense que vous vous êtes trompé, que vous auriez dû suivre le professeur Maurice Kamto dans sa volonté de boycotter les élections parce que selon lui, les dés étaient pipés d'avance. Mais écoutez, M. Dipita, vous pensez pas quand même qu'on ne savait pas qu'en allant aux élections législatives et municipales, les dés n'étaient pas pipés? Moi, je vous laisse ce que je veux dire, je l'ai dit tout à l'heure, les anglo-saxons le disent très bien. If you want to change a game, you have to learn it, play it, and change it afterward. You cannot come and just change it. That is not going to happen. Ce que le PCRN est en train de faire aujourd'hui, c'est pas parce que nous sommes naïfs qu'on sait que déjà, mathématiquement, quand nous sommes allés aux élections législatives et municipales, mathématiquement, même si on gagnait toutes les circonscriptions où nous avons posé nos candidatures, on n'aurait pas pu avoir la majorité ni à l'Assemblée nationale, ni au niveau des conseils municipaux. Donc, on n'y est pas allé pour avoir une majorité quelconque, mais nous sommes allés dans un processus d'apprentissage d'un système politique que nous ne connaissons manifestement pas. Justement, ces élections, notamment les dernières, les élections locales, semblent avoir divisé le PCRN. Je veux dire, quand on regarde les résultats des législatives, des municipales, on regarde les résultats des régionales, et puis il y a des sanctions entre membres qui sont observées. On a le sentiment que le PCRN, après ces élections régionales, sortent vraiment déplumé, comme si à l'intérieur, ça boue, et que la machine a du mal à se ressaisir, qui c'est peut-être pour reprendre le chemin des rails. Mais écoutez, encore une fois, le PCRN fait son bonhomme de chemin. D'accord. Même dans votre famille, il y a parfois des enfants qui ne veulent pas faire ce que vous leur dites de faire. Mais ça ne veut pas dire que la famille, on tue tout le monde et puis on casse la maison et il n'y a plus de famille. Et je mets à défi d'ailleurs un parti politique ici qui n'a pas les problèmes que le PCRN a. On fait notre petit bout de chemin et dans ce bout de chemin, il y a des choses qui arrivent, mais je veux d'ailleurs rappeler qu'il y a quelques mois, nous avons fait une grosse structuration du PCRN d'ailleurs qu'on n'avait jamais vue. Et je rappelle, le PCRN a 2 ans d'existence. J'ai parfois l'impression que toute la scène politique du Cameroun omet un truc. En anglais, on dit apple to apple comparison. Ça veut dire qu'on ne compare que les choses qui sont comparables. Et moi, quand je vois les partis comme le MRC ou alors le parti au pouvoir se comparer au PCRN, j'en ris un tout petit peu de là où je suis chez moi à Washington parce que je me dis, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ils avaient 2 ans d'existence, ils n'avaient même pas fait la moitié de ce que nous avons fait. Et c'est eux qui nous font le procès 40 ans plus tard et les autres MRC et d'ailleurs alliés au RDPC qui sont là sur la scène politique depuis des lustres. Nous qui avons 2 ans d'existence, ils nous font des procès inutiles. Je reviens sur la structuration qui a été faite il y a quelques mois par le PCRN. Nous avons mis progressivement des instances dirigeantes du parti, notamment celle que je coordonne, notamment c'est la diaspora, mais aussi des instances comme le bureau politique, ou alors des gens qui sont chargés de la discipline. Nous faisons notre travail, nous faisons nos classes, et ceux qui doivent passer au conseil de discipline passent, ceux qui doivent avoir des recours, ont des recours, mais ce qui est sûr, on continue notre bonhomme de chemin. Et encore aujourd'hui, on était à Yaoundé 7 pour installer des comités de base. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas rester sur les réseaux sociaux toute la journée, commenter, y compris parce que on a décidé de se mettre en marge du système. Et nous, on est sur le terrain, on installe, on prépare pour nous faire des procès parce qu'on a des problèmes au sein de notre parti qui n'en a pas. D'accord. Alors pour sortir peut-être de ce volet, les régionales, je veux dire, mardi en principe, le 22 décembre, on aura les exécutifs. Après on rentre dans une période, j'ai failli dire, relativement calme en termes d'élections.
Comment entrevoyez-vous la suite, l'avenir, notamment sur les questions politiques du Cameroun, avec toute cette ambiance qui sort quand même d'une période relativement secouée entre 2018 et ces élections, les prochaines, en principe, les sénatoriales 2023 et puis les autres élections en 2025. Vous, quelle perspective entrevoyez-vous? Écoutez, j'ai envie de dire que ce sera la meilleure période pour nous parce qu'on n'a pas forcément d'enjeux proches. Donc nous allons nous concentrer à développer les mairies que nous avons gagnées. Figurez-vous que c'est comme ça que nous voulons montrer aux Camerounais que nous allons diriger le pays et bien le diriger. Ces années vont nous permettre de nous concentrer sur nos populations, comme j'ai dit, de collecter les données ou alors des problèmes et les résoudre. Nous avons 4 ans pour le faire. Et comme je le disais, ce sera la meilleure période parce qu'on n'aura pas... Parce que parfois, quand on va aux élections, les populations ont l'impression qu'on troque quelque chose. Absolument. Je veux juste vous rappeler que le projet table banc que nous avons implémenté à l'extrême nord, c'était après les élections régionales. Et d'ailleurs, à l'extrême nord où on n'avait pas de liste, ce n'est pas fait anodin. Le PCRN ne fait pas les choses parce qu'il faut voter pour le PCRN. Notre slogan qui est l'humain au centre de tout, ce n'est pas un slogan qu'on dit juste comme ça. C'est comme ça que nous allons convaincre les Camerounais que nous pouvons diriger ce pays. Même si d'aucuns vous prêtent une amitié, voire une proximité, j'ai fait dire idéologique, avec le parti au pouvoir, le RDPC, quelques éléments, quelques indices ont été apportés. D'abord, vos électeurs aux élections régionales qui votent dans l'Union et pour le RDPC, et vous qui recevez quelques voix, une vingtaine de voix, 17 dans la Meufou et à Famba, et du coup, l'opinion ne franchit le pas en essayant de vous classer dans les partis de la majorité présidentielle. Je veux déjà dire que idéologiquement, on n'a rien à voir avec le RDPC. Le RDPC est un parti libéral, le PCRN est un parti socio-démocrate. Donc on appelait ça progressisme à la camerounaise, mais on n'est pas du tout idéologiquement proche. D'accord. Donc, de ce point de vue, les gens, comme on les appelle les cabralistes de souche, qui connaissent ce que c'est que le progressisme, ou on appelait la sociodémocratie, qui est notre idéologie, ne sauraient être confondus au libéralisme. D'accord. Parlons du CGPS, le système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde. Les spécialistes se sont rencontrés à Yaoundé une fois de plus, c'était cette semaine, pour y parler des innovations et surtout de ce que les fonctionnaires et l'opinion peuvent en savoir. Suivez davantage dans le reportage qui suit. 3 jours de travaux, c'est le temps alloué aux sélectionnés pour démontrer les solutions de base qu'elle propose au gouvernement camerounais pour assurer la conception, le développement et la mise en service du nouveau système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde. Les présélectionnés ont toutes répondu présents à ce dialogue compétitif. Elles nous ont fait des démonstrations intéressantes, je dirais même très intéressantes, et je crois pouvoir dire que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, donnez-nous un peu de temps pour que nous puissions examiner de très près tout ce qui a été montré, tout ce qui a été démontré, et bientôt vous aurez les résultats, surtout lorsque les appels d'offres auront été lancés. Donc un peu de patience, mais je crois pouvoir vous dire que les choses vont vraiment dans le bon sens pour le moment. Des présentations détaillées pour permettre de bien comprendre la solution et de discerner les éléments d'adaptation nécessaires dans la perspective de réponse aux besoins actuels de l'administration et ce, dans des délais suffisamment brefs. C'est du moins l'exigence du comité interministériel en charge de l'évaluation qui refuse la complaisance et souhaite conduire le dit projet dans la rigueur nécessaire. Par exemple, le dialogue compétitif auquel vous venez d'assister, il s'agit d'une innovation. On s'est dit qu'il ne faut pas se contenter de lire ce qui est dans les dossiers. Ces documents sont parfois trompeurs. Je ne prends que le cas d'un CV. Quelqu'un vous fabrique un CV, il dit je suis ceci, je suis cela, j'ai telle compétence, alors que ce n'est pas la réalité. Lorsque vous êtes, n'est-ce pas, au pied du mur, comme on dit, au moment de juger le maçon, on se rend compte que ce n'est pas un bon maçon. C'est pour ça que nous avons demandé qu'ils viennent, que tous viennent, n'est-ce pas, dans le cadre de ce dialogue qui a mis 3 jours. Ça a pris un peu de temps, mais c'était un passage obligé pour nous.
Rappelons que ces travaux se tiennent au cours de la 4e session du comité interministériel chargé de l'assistance du prestataire, du suivi et du contrôle du projet de mise en œuvre d'un nouveau système de gestion intégré des personnels de l'État et de la solde au Cameroun. Mais allons plutôt au ministère de l'Agriculture pour parler de la sécurité alimentaire. Le gouvernement se satisfait de l'état des lieux, même s'il y a encore certaines poches qui ne réagissent pas positivement. Reportage. Au moment où la communauté internationale Cameroun, de commun accord, célèbre l'année internationale des fruits et des légumes, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dresse son bilan de la sécurité alimentaire dans le pays au mois d'octobre 2020. Au cours de cette analyse, on relève que dans les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, la situation de la production agricole est relativement bonne, exception faite dans certains départements comme le Logone-Chari, le Mayo-Sava et le Mbere, où les inondations et l'insécurité civile ont perturbé la campagne agro-pastorale. Dans la zone méridionale, les facteurs agrométéorologiques ont favorisé le bon déroulement de la campagne agricole. Toutefois, on note une grande perturbation dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, situation relative à la recrudescence de la violence à l'origine de l'abandon de certaines zones de production agro-pastorale par les paysans. Parlant de la situation phytosanitaire, elle reste sous alerte du fait des menaces des ennemis des cultures tels que les criquets pèlerins dans le Logone-Chari, la chenille dans la zone méridionale. Sur le plan pastoral, l'on note également, à en croire le ministre Gabriel Mbaye-Robé, l'envahissement de pâturages par le Bokassa-Land, principalement dans les régions de l'Adamawa et de l'Est. À l'extrême nord et au nord, l'on note une stabilité des prix de denrées alimentaires de base et de céréales dues aux restrictions liées aux exportations des denrées alimentaires vers les frontières. De manière générale, la situation alimentaire des populations est relativement acceptable. En effet, la campagne agricole en cours, avec la récolte des céréales, des racines, des tubercules et autres légumineuses, dégage de bonnes disponibilités alimentaires. Dans tout le pays, exception faite des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les ménages disposent actuellement d'importants stocks qui pourront couvrir leurs besoins alimentaires jusqu'en mars 2021. Retour sur ce plateau, parlons Covid. D'abord, je vous pose une question d'actualité, hein, docteur Barga, vous revenez des États-Unis. Avez-vous à l'arrivée au Cameroun payé pour faire votre test? Non, j'ai pas payé. Donc vous confirmez qu'il est gratuit? Écoutez, je suis arrivée il y a un peu plus d'une semaine. D'accord. Une semaine, et j'ai pas payé. Ouais. Vous savez que la polémique en ce moment, c'est autour de ce prix. Le ministre de la Santé publique dit que les tests se font de façon gratuite, du moins selon un tweet publié hier. Pourtant, quelques jours avant, le gouvernement annonçait le paiement, 30 000 francs pour ceux qui entraient et 60 000 francs ou l'inverse pour ceux qui sortaient. Le Cameroun fait partie effectivement de ces rares pays qui réussissent à contenir la pandémie. Vous, quelle lecture, quelle appréciation faites-vous du management de cette pandémie ici au Cameroun? Écoutez, le management de la pandémie au Cameroun, ou alors en Afrique en général, au Cameroun n'est pas un cas isolé, pour une raison qui échappe. D'ailleurs, c'est l'un des sujets que nous allons traiter au niveau du think tank pour faire une revue de littérature triangulaire pour comparer les taux de mortalité réels entre l'année avant Covid et cette année pour voir quelle est la différence réelle au niveau de ces taux de mortalité. Le Cameroun ne fait pas exception particulièrement en Afrique. Il s'avère que l'Afrique est moins touchée, contrairement à ce qui avait été prévu par rapport à l'Amérique ou en Europe. Est-ce que effectivement c'est parce que la gestion a été correcte? Je n'en crois pas du tout. Je pense que le Cameroun, comme d'autres pays, ont géré. Mais il y a aussi eu le fait que le coronavirus se propage moins bien en ces zones tropicales pour une raison encore non identifiée. Par rapport aux régions un peu plus froides. Il y a quelques semaines, quelques mois, le député Jean-Michel Nitieux a
interpeller le gouvernement, le ministre de la Santé publique, justement pour plus de clarté, une forme de bilan également sur la gestion de cette pandémie-là, sous fond d'odeur, de détournement de fonds, ou alors de détournement de quelques dons reçus des organismes et pays amis. Est-ce que vous avez la même appréhension? Je veux dire qu'au PCRN, est-ce que vous vous inquiétez de la gestion matérielle et financière de ce projet-là? Écoutez, au PCRN, on s'inquiète de la gestion tout court du gouvernement et du parti au pouvoir, que ce soit au niveau du Covid aujourd'hui ou autre chose. Ce n'est pas étonnant du tout. C'est comme ça que ce gouvernement a toujours fonctionné, avec une gestion assez opaque. Et après, j'ai vu dans votre reportage des commissions anticorruption, on n'a jamais des rapports et personne n'est jamais forcément sanctionné, mis à part ceux de l'opération Épervier. Donc, être étonné au Cameroun qu'il y ait des fonds alloués à une certaine cause qui soit probablement détournés, je pense qu'aucun Camerounais forcément n'est étonné par cet état des choses. Cependant, ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a des indicateurs dans des pays où la gestion de cette crise, y compris financière, n'est pas forcément opaque, mais il y a des indicateurs, notamment quand on arrive par exemple à Kigali, les gens sont masqués, il y a à l'aéroport, il y a des signes de distanciation qui sont visibles sur le sol. On vous guide où est-ce que vous pouvez aller. On veille à ce que les gens ne s'attroupent pas au niveau des aéroports. D'ailleurs, moi, quand je faisais ce test, il a été gratuit, mais ça ne veut pas dire que la manière, la procédure dont ça a été fait était correcte. Elle était très loin d'être correcte. Qu'est-ce que vous reprochez? On était agglutinés. Déjà, on ne savait pas qu'on allait être soumis à ce test à l'arrivée. Je pense qu'on était à la deuxième semaine de début de ce processus. On ne nous a pas annoncé ça dans l'avion. Nous, on avait nos tests, déjà ça, que j'ai trouvé une bonne chose de le refaire. Cependant, aucune mesure de distanciation sociale. On était tous agglutinés sur les couloirs de l'aéroport international de Douala. C'est pour celui-là. Et après, on était dans une salle avec peu de ventilation. Et la manière dont ça se faisait n'était pas forcément propice à nous faire être indemnes de toute contamination. Donc, je veux dire, quand on fait bien, il y a aussi des indicateurs qui le montrent. Et dans certains pays, ces indicateurs sont visibles. Et au Cameroun, c'est moins visible quant à la gestion de cette crise. Et c'est un exemple que je vous donne au niveau d'un aéroport international. C'est un peu paradoxal quand même de faire des textes aux gens quand on arrive, mais que les gens ne puissent pas on ne puisse pas leur permettre, ou alors de contrôler qu'ils sont à des distances réelles de 1,5 m à 2 mètres entre eux pour ne pas se faire contaminer. Dans les pays occidentaux, les pays d'où vous venez, les États-Unis, l'Europe, on voit quand même une deuxième vague. Dans certains, d'ailleurs, on prévoit déjà une troisième vague. Depuis hier, on parle en Angleterre d'une mutation de ce coronavirus. Vous inviterez ces États-là à venir s'inspirer de ce qui se fait chez nous pour qui sait peut-être contenir également la pandémie là-bas. Pourrions-nous être aussi un exemple, tout au moins dans ce domaine spécifique? Ce que je dirais, c'est que même si nous pourrions être un exemple, parce que peut-être la pharmacopée aurait pu aider, il est très difficile de convaincre quelqu'un sans les données. On revient à ce que je vous ai dit, à la recherche scientifique et à tout ce que nous avons dit. Nous avons un ministère de la recherche scientifique, la citronnelle, j'ai appris que ça va devenir le nouveau truc, mais sur quelle base? Je vous ai parlé tout à l'heure de diabetes management. On ne convainc personne avec des anecdotes. En science, on fait des études. Et je l'ai dit une fois, je pense, sur l'un de vos plateaux, quand ça commençait, le Cameroun avait une chance énorme de commencer à faire au moins une étude observationnelle. Si on avait observé des gens, on avait répertorié, on allait analyser, même avec le médicament de Monseigneur Cléda, ou alors tous ceux qui ont fait des médicaments, nous aurions des données et assez de recul aujourd'hui pour dire que voilà ce qui s'est passé. Et quand bien même cela est fait, on se retrouve à la problématique réelle du partage de l'information pour qu'on apprenne et on puisse transférer ça chez les autres. Pour revenir à votre question, le Cameroun peut avoir fait extraordinairement bien avec de la pharmacopée, mais le fait est que notre gouvernement ne s'est pas donné les moyens de
documenter cette expérience-là pour qu'on puisse l'exporter. Vous savez, tout ce qui... On dit souvent l'Afrique est de civilisation orale, l'arbre à palabre, vous vous rappelez, l'Europe et l'Amérique sont de civilisation écrite. C'est pour ça que parfois on a l'impression que ce qui est écrit, c'est ce qui était avant ce qui est oral. Il faut qu'on sorte de ce paradigme-là où on a des choses, comme je le disais, on a des données, mais on ne les collecte pas assez. Et qui nous fait sortir de là? C'est notre État. Et je vous ai dit tout à l'heure que notre État ne consacre que 0,025% de son PIB pour la recherche scientifique. On ne peut pas avoir d'innovation, on ne peut pas avoir de développement sans la recherche scientifique. D'accord. Parlons CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de football, vous savez, qui démarre le 16 janvier ici au Cameroun et qui va s'achever le 7 février prochain. Le Premier ministre a poursuivi son périple en termes de visite d'infrastructure après Yaoundé, mais aussi Boya. Le chef de gouvernement s'est arrêté à Douala. Joseph John Gouté a dit sa satisfaction de ce qu'il a vu et surtout encouragé les Camerounais à aller massivement au stade. Évidemment, sous réserve de l'observance des mesures barrières. Reportage. Première escale, stade de Japoma. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème pour l'arrosage. Écoutez, moi je crois que c'est excellent avec le temps. Déjà, c'est très bien. D'une oreille furtive, on peut entendre que tout est fin prêt ici. L'heure est davantage à la maintenance. Joseph John Gouté, dans la ville de Douala, le Premier ministre est venu visiter les infrastructures sportives devant accueillir prochainement le championnat d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations. I wish to say that after visiting the stadiums in Japoma, après avoir visité les stades de Japoma et de la réunification, je voudrais dire que je suis vraiment fier de ces réalisations faites par le Cameroun ces dernières années. Cela a valu de nombreux sacrifices, mais lorsque je vois la qualité des stades, je pense que nous sommes à un niveau très avancé et je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le chef de l'État pour sa vision, celle d'offrir à la jeunesse camerounaise ces merveilleux outils de sport. Voilà donc le Cameroun prêt pour le CHAN. Je veux dire, c'est une satisfaction néanmoins, ces infrastructures-là. Mais écoutez, probablement. Mais vu de l'étranger, on est un peu déçu. Il n'y a aucune communication là-dessus. D'accord. Vous savez, quand on a un événement comme ça, ce n'est pas purement que du football. Absolument. L'industrie du football génère beaucoup plus d'argent sur tout ce qui est à côté, c'est-à-dire les privés qui vont louer à ceux qui viendront ici, les commerces, les petites et moyennes entreprises du Cameroun qui vont essayer de consolider aussi certains acquis et avoir d'autres nouveaux contrats. Je pense que peut-être c'est le coronavirus qui fait. Cet événement est peu médiatisé. Moi, c'est ici, quand je venais, que j'ai découvert que c'est reprogrammé et que ça va vraiment commencer. Donc, de ce point de vue-là, je me demande si le timing est bon. Vous avez dit tout à l'heure aussi qu'il y a cette nouvelle souche de coronavirus qu'on suspecte être à l'origine de la deuxième vague. Mais je pense que je reste un tout petit peu sur ma faim parce que même si c'est prêt, même si les équipes vont venir, j'ai juste l'impression que la sphère économique locale qui doit aussi être développée pendant ce type d'événement est en marge. Est en marge un tout petit peu. Un mot de la fin peut-être, un mot à la diaspora. Oui, j'aurais un mot de la fin par rapport à la diaspora. Je commencerai par la diaspora du PCRN pour dire la diaspora du PCRN, comme je l'ai dit, s'inscrit accompagner le président Cabral Libye pour mettre notre projet de société en œuvre où on met l'humain au centre de tout. Et c'est ce que nous faisons. Et deuxièmement, je veux inviter le gouvernement camerounais à regarder moins la diaspora qui passe son temps à raisonner. Vous savez, je l'ai dit, il y a 5 millions de Camerounais à l'étranger. Et ces 5 millions de Camerounais, croyez-moi, il y a une majorité silencieuse qui passe son temps à faire des choses. Des choses concrètes, transfert de compétences, ça c'est le plus gros. Les richesses qui sont amenées de l'étranger vers ici, comme nous avons fait dans l'extrême nord. Mais on a l'impression que la diaspora, que j'appellerais ici inutile, mais celle qui passe son temps à raisonner, à parler très fort, mais qui ne fait jamais rien de concret,
c'est sur elles que même notre propre Vous gouvernement... pensez à la base, par exemple? C'est eux que vous désignez sur ce label de rien de concret, inutile? J'en sais rien. La base, c'est un épiphénomène. Je pense à la base et à tous ceux qui passent leur temps à critiquer et à ne rien faire. Quand on critique comme l'OPCRN, on fait des choses après pour montrer qu'on peut faire si on a plus de moyens. J'invite juste à toute la diaspora, arrêtez de spolier le nom de la diaspora et j'invite le gouvernement camerounais à vraiment... Je ne sais pas pourquoi les épiphénomènes intéressent tant au Cameroun. On dirait que la distraction, c'est devenu de notoriété publique. Il suffit que quelqu'un à Bruxelles fasse un scandale devant la... Ça devient que la diaspora a fait. Moi, je ne me reconnais probablement pas dans cette diaspora et beaucoup d'entre nous parce que nous sommes des professionnels à l'étranger respectés et nous participons à la vie de nos pays qui nous ont accueillis et à la vie du Cameroun. Donc, j'invite la diaspora tout entière d'ailleurs à reconsidérer ses positions. On peut revendiquer, mais revendiquer sans créer des inutilités et alors raisonner pour rien. La meilleure manière de revendiquer, c'est de faire. Docteur Baga, merci de vous être arrêté ce dimanche pour commenter l'actualité de la semaine et bien au-delà. Merci à vous de m'avoir invité. Madame, monsieur, merci également d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Je l'ai dit, c'est l'avant-dernière de l'année, mais certainement la dernière avant la grande fête de Noël qui est dimanche prochain, ou du moins vendredi prochain, c'est le 25. Donc d'avance, je vous souhaite joyeux Noël pour cette célébration-là et bon début de semaine, parce que demain c'est lundi. Bonsoir.